L'univers fabrique les ingrédients de la vie. Pas sur Terre, pas dans notre galaxie. Dans une galaxie voisine, à 160 000 années-lumière, dans un nuage de gaz froid que tout désignait comme stérile. Le James Webb vient de les y trouver, intacts. Ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un modèle théorique, c'est une observation directe. Et elle remet en question quelque chose de fondamental, l'idée que la vie sur Terre était peut-être une exception. Peut-être qu'elle ne l'est pas du tout. Ce nuage fait partie du grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. Ce que le James Webb y a détecté, ce sont des molécules organiques complexes. Du méthanol, de l'éthanol, des composés carbonés, les briques élémentaires à partir desquelles la chimie peut, dans les bonnes conditions, devenir de la biologie. Le paradoxe est là, immédiat. On nous a longtemps dit que la vie sur Terre était peut-être une anomalie, un accident statistique dans un univers par défaut stérile, un concours de circonstances si improbables qu'il ne pouvait s'être produit qu'une seule fois, dans un seul endroit. Ce que Webb vient de montrer, c'est que ces ingrédients ne sont pas rares. Ils ne sont pas locaux. Ils ne sont pas terrestres. Ils sont là, à 160 000 années-lumière, dans un environnement que tout opposait à la chimie organique. Et si ce n'est pas un accident, alors qu'est-ce que c'est ? La détection repose sur une technique appelée spectroscopie. Quand la lumière d'une étoile traverse un nuage de gaz, chaque molécule présente dans ce nuage absorbe des longueurs d'onde très précises. Elle laisse une empreinte dans le spectre lumineux, une sorte de code-barre unique, différent pour chaque composé chimique. Le James Webb est équipé d'instruments capables de lire ces codes-barres dans l'infrarouge avec une précision sans précédent. C'est ce qui le différencie de tous les télescopes qui l'ont précédé. Hubble regardait, Webb lit. Les équipes scientifiques ont pointé Webb vers une région de formation stellaire dans le grand nuage de Magellan. Une zone dense, froide, traversée par les rayonnements des étoiles voisines. Et dans le spectre renvoyé, les signatures étaient là, nettes, incontestables. Méthanol, éthanol, molécules carbonées complexes. Les mêmes signatures qu'on avait déjà détectées dans notre propre galaxie. La même chimie, dans une autre galaxie, pour la première fois. Pour comprendre ce que ça représente vraiment, il faut se souvenir du débat qui a traversé l'astrobiologie pendant des décennies. D'un côté, ceux qui pensaient que la vie sur Terre était une exception absolue, un miracle local, fruit d'une chaîne de coïncidences si longue qu'elle ne pouvait pas se reproduire ailleurs. De l'autre, ceux qui pensaient que si les conditions sont réunies, la chimie devient inévitablement de la biologie. Ce débat n'est pas tranché. Mais Webb vient de changer radicalement les termes dans lesquels il se pose. Parce que la question n'était plus de savoir si ces molécules pouvaient exister ailleurs. C'était de savoir si elles existaient réellement ailleurs, dans des conditions comparables. Et la réponse est oui. Ce n'est pas une simulation. Ce n'est pas un modèle théorique. C'est une observation directe. Ces ingrédients voyagent. Ils sont présents dans des environnements que tout semblait désigner comme hostiles à toute chimie complexe. Ce qui veut dire que si la vie est apparue sur Terre, à partir de ces briques, rien dans la physique ou la chimie n'interdit qu'elle soit apparue ailleurs à partir des mêmes briques. Rien. Et c'est ce rien-là qui change tout.
Pendant longtemps, on cherchait de la vie dans l'univers, un peu comme on chercherait un restaurant dans un désert. On savait qu'il y en avait un quelque part, le nôtre sur Terre, mais on présumait que le reste du territoire était vide, stérile, sans approvisionnement possible. Gardez cette image en tête. Ce que Webb vient de montrer, c'est que le désert n'est pas vide. Il est parsemé de garde-manger, des dépôts de matières premières, répartis un peu partout, attendant qu'une planète au bon endroit, à la bonne température, vienne en prendre livraison. La question n'est plus de savoir s'il existe des restaurants dans ce désert. C'est de savoir combien il en existe que l'on n'a pas encore trouvé. Comment ces molécules survivent-elles dans un environnement aussi hostile ? C'est la question qui se pose immédiatement. L'espace est traversé de rayonnements ultraviolets capables de détruire les molécules organiques en quelques secondes. Et pourtant, elles sont là, intactes. La première explication, c'est le froid. Dans ces nuages interstellaires, la température descend à moins 250 degrés. À cette température, l'eau et les gaz se solidifient sur les grains de poussière et forment une fine couche de glace. Ces grains deviennent des capsules de protection naturelle. À l'intérieur, à l'abri des rayonnements, la chimie organique peut se produire lentement, sur des millions d'années, sans être détruite. C'est une armure minuscule mais efficace. La deuxième piste est plus spéculative et plus vertigineuse. Elle s'appelle la panspermie moléculaire. L'idée n'est pas que des bactéries voyagent entre les étoiles. C'est une hypothèse trop fragile physiquement. L'idée, c'est que ces grains de glace chargés de molécules organiques se déplacent à travers l'espace interstellaire, portés par la pression de radiation des étoiles, et finissent par atteindre des systèmes planétaires jeunes. Là, au contact de la chaleur et de l'eau liquide d'une planète naissante, ils libèrent leur contenu. Les briques de la vie ne se formeraient pas sur les planètes. Elles y seraient livrées. La Terre aurait ainsi reçu une partie de ses ingrédients de l'extérieur, comme un colis cosmique déposé il y a 4 milliards d'années. Cette hypothèse n'est pas prouvée. Mais la détection de ces molécules dans le grand nuage de Magellan lui donne une crédibilité qu'elle n'avait pas avant. La troisième piste regarde vers l'avenir plutôt que vers le passé. Si ces ingrédients sont présents dans d'autres galaxies, il faut maintenant chercher des planètes qui les ont reçus et fait quelque chose avec. Webb a déjà commencé. Il a analysé l'atmosphère de planètes du système TRAPPIST-1, 7 mondes rocheux, dont plusieurs se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. On y cherche des biosignatures, des combinaisons de gaz comme le méthane, le dioxyde de carbone et l'oxygène, dans des proportions que seul un métabolisme biologique peut expliquer. Les résultats ne sont pas encore concluants, mais la méthode fonctionne et les cibles ne manquent pas. Mais peut-être que le plus troublant dans cette histoire n'est pas ce qu'on a trouvé. C'est ce que ça implique sur l'échelle du problème. Le grand nuage de Magellan est une galaxie satellite de la nôtre, une voisine proche, à l'échelle cosmique. Si ces molécules y sont présentes, rien ne permet de supposer qu'elles sont absentes des centaines de milliards d'autres galaxies de l'univers observable. On ne parle plus d'un phénomène local, on parle peut-être d'une propriété universelle de la matière. L'univers ne se contente pas de fabriquer des étoiles et des planètes. Il fabrique en parallèle et en permanence les conditions chimiques nécessaires à l'émergence de la vie. Ce n'est peut-être pas un accident, c'est peut-être le programme par défaut. Et si c'est le cas, si la vie est une conséquence logique de la chimie du cosmos, alors la vraie question n'est plus de savoir si nous sommes seuls. C'est de comprendre pourquoi nous n'avons encore rien entendu. Ce que le James Webb est en train de faire, ce n'est pas simplement agrandir notre carte de l'univers. C'est changer la question qu'on lui pose. On lui demandait « Est-ce que la vie peut exister ailleurs ?» Il commence à répondre « Pourquoi n'existerait-elle pas partout ?» La semaine prochaine, on continue. D'ici là, si cette idée vous questionne, les commentaires sont là pour ça.